Lundi 24 juin de l'an 2024, vous êtes bien sûr sur Radio Sport FM. C'est l'heure de l'émission Dingue de Sport sur la 91.9. Nous évoquons le championnat national de football de première division à 3 journées de la fin. La lutte pour le maintien fait toujours rage. Sidito et Guiquenti sont presque condamnés. 3 clubs à savoir l'AS Bina, Semassi et aussi Kakadle sont en sursis. Et puis, le débat, c'est bien sûr qui pour succéder à Paulo Duarte à la tête des éperviers du Togo. Les supputations vont au bon train. Dingue de sport du jour invite, comme souvent, des confrères. Nous sommes en studio avec Fifi Assobavi. Fifi, bonjour, bonsoir. Bonsoir Latif, je salue le plateau, je salue également les auditrices et les auditeurs de cette émission. Fifi de TogoFoot.tj, également en studio, le confrère Prosper Agboklou. Prosper, bonjour. Merci pour l'invitation, merci pour tout ce qui se fait ici et pour informer l'auditeur. Également en studio, le collègue Grégoire Kokou Attignon. Bonjour Latif et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur la référence sportive. Je suis Latif Yorouma. Nos pensées vont vers Franck Dounyama à qui nous souhaitons prompt rétablissement. Théo Ajavon assure la mise en onde de cette émission. Et l'homme, voilà, Surf et l'homme est lui, bien sûr, l'homme de la vidéo de cette émission. Dingue de sport sur Radio Sport FM. Nous parlons d'abord du beach volley avec le Togo qui a frôlé, on va dire, la qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Avant de revenir en studio, nous allons écouter Kotoka Abraham Kofi, l'un justement des beach volleyeurs togolais. Tout d'abord logé dans une poule D à 5 équipes très fort athlétiquement. Nous avons essayé de faire sortir l'épingle de notre jeu et pour se qualifier pour le second tour. Le second tour où nous avons croisé le Rwanda et que nous avons éliminé ensuite. Quart de finale, on élimine le Sénégal et nous sommes tombés sur une duracure. Le Mozambique qui est une nation de beach volley très forte également. Donc enfin pour chuter sur l'Afrique du Sud en petite finale. C'était un parcours un peu réussi de notre part parce que vu notre niveau par rapport au niveau de cette compétition, nous ne pouvons qu'être satisfaits de notre résultat et nous rentrons tête haute à Lomé pour encore travailler davantage pour d'autres échéances continentales et international. Kotoka Abraham Kofi, voilà, au sortir de cette compétition là-bas au Maroc, Grégoire Attignon va dire que le Togo a été à un doigt, bien sûr, de réussir en tout cas un exploit. Oui, le Togo était à un doigt donc de réussir un exploit avec ce parcours, ça il faut le reconnaître parce que c'était un début un peu compliqué pour l'équipe togolaise qui avait perdu son premier match face au Botswana, mais ensuite le Togo s'est repris avec les victoires notamment face au Cameroun et aux autres équipes pour se qualifier donc dans la poule D et se qualifier justement pour le second tour où ils ont affronté en huitième de finale le Rwanda qu'ils ont battu. Et moi, je dirais que la plus grosse victoire, c'était sur le Sénégal parce que oui, cette équipe sénégalaise même avait battu le Togo lors des récents Jeux africains à Accra au Ghana en poule. Mais le Togo a réussi à battre donc le Sénégal pour se qualifier maintenant pour le dernier carré. Ils étaient tombés, bien oui, la paire togolaise est tombée sur le Mozambique qui reste quand même l'un des favoris de cette compétition. Et ça n'a pas été facile, même si le Togo a enlevé le premier set, mais par après le Togo a courbé les chines 2-7-1 face donc à cette équipe mozambicaine. Ce qui veut dire que là, le Togo ne pourra plus disputer la finale et espérer quand même avoir cette qualification pour les Jeux Olympiques, puisqu'il faut forcément aller en finale pour espérer avoir ce ticket-là. Maintenant, également, en match de classement, le Togo a perdu devant l'Afrique du Sud après un premier set perdu 21-11. Dans le deuxième set, le Togo a essayé de faire quelque chose où le match est arrivé à 23-23. Finalement, l'Afrique du Sud a su tirer son épingle de jeu pour l'emporter 25
2023, c'est là le Togo ne va pas monter sur le podium. Mais je crois que oui, le Togo a échoué au pied du podium, mais c'est un parcours que moi je qualifie d'honorifique parce que là, par rapport à la prestation de cette équipe-là, c'est la même paire qui était aux Jeux africains. Et par rapport à la prestation de cette équipe aux Jeux africains où le Togo a été éliminé dès la phase de poule, ils sont vite rentrés. Mais je crois que les jeunes ont compris qu'il faut beaucoup plus préparer cette compétition parce que là, vous arrivez en finale, vous gagnez, vous êtes qualifié pour les Jeux Olympiques. Les beach volleyeurs voulaient justement se qualifier pour les Jeux Olympiques. C'est pourquoi il y a eu donc ce parcours-là. Malheureusement, ils vont s'arrêter donc en demi-finale ou encore en mode de classement. Je me dis que ce n'est que partie remise. Oui, ils ont essayé de faire quelque chose, ça n'a pas marché. Vivement pour les prochaines échéances. Et justement, le Comité national olympique du Togo qui a donc félicité sur ses canaux, en tout cas de médias, bien sûr, cette paire togolaise qui a fait donc rayonner le nom du Togo, si on peut le dire ainsi. Il s'en est fallu de peu, Fifi Asogbavi. Oui, ça en est fallu de peu, comme vous venez de le dire, et pour qu'il soit aux Jeux Olympiques, on aurait bien aimé qu'il se qualifie pour les Jeux Olympiques, mais il y avait plus fort que devant. Et puis, moi, je me dis que depuis un moment, on voit plus le volleyball maintenant, depuis l'arrivée de Noël Tadegno qui essaie de faire un travail remarquable à la tête de cette fédération. Et aujourd'hui, on est en train de voir en tout cas que le volleyball est en train d'évoluer. Et comme venait de le dire mon confrère tout à l'heure, ce n'est que partie remise. Et il va falloir continuer sur cette lancée-là. Il y aura d'autres échéances, il y aura encore d'autres compétitions internationales pour lesquelles il faut aller chercher une qualification. Je reste optimiste pour le beach volley. Pour le beach volley du Togo, voilà, sur la route de ces qualifications, on va dire, le Togo était également prospère à Boklou, à Douala, pour les championnats d'Afrique, sauf que c'est un peu corsé pour le Togo. Oui, vous savez, la qualification pour les Jeux Olympiques est tout simplement liée à des performances. Et quand le travail n'est pas assez corsé, relevé, on ne donne pas assez de moyens, les championnats ne sont pas organisés tels qu'il le faut. Je pense que les athlètes souvent manquent donc de compétition et ça ne nous arrange pas forcément sur le plan international. Bon, maintenant, vous savez, les Jeux Olympiques, c'est des quotas qui sont, comme on appelle, affectés aux athlètes. Et ça, je crois que si, sur le plan national, nous n'avons pas, je dirais, ces résultats-là, approximativement proches donc de ces quotas, on a toujours des difficultés à aller se mesurer aux autres pour le faire. S'il fallait se qualifier directement, je crois quand même qu'on aura peut-être la chance de dire que nous aussi on va aller dans l'esprit de Coubertin. Bon, maintenant ce n'est pas le cas, c'est regrettable forcément parce que les athlètes eux aussi veulent avoir des carnets d'adresses aussi fournis, riches, des palmarès aussi corsés pour pouvoir d'un jour à l'autre bénéficier de l'entrée dans des organisations sportives internationales, parce que vous n'êtes pas sans savoir que ces organismes-là sont remplis donc de grands athlètes à la retraite, ceux qui ont connu des performances. Donc je crois que c'est regrettable. Il va falloir qu'on retravaille, qu'on repense, qu'on fasse, pour moi, les états généraux plutôt du sport au Togo pour pouvoir replacer les choses et mettre la politique sportive vraiment en branle. Comme vous venez de le dire, par exemple, tout de suite pour le beach volley, on est parti. Il faut faire les états généraux du volleyball aussi. Tout, c'est-à-dire et pourtant, ça décolle là-bas. Oui, ça décolle. Je ne refuse pas. C'est quand il y a un souci qu'on doit parler d'états généraux. Non, ce que je voudrais dire simplement, c'est sûr que au niveau de cette discipline, les dirigeants, je salue au passage notre confrère Noël Tadegno, qui est venu, qui a apporté son génie. Mais ça seul ne suffit pas. Il y a toujours des manquements. Il faut parfois forcer les verrous, déverrouiller les choses. Des manquements techniques ou des manquements qui demandent des états généraux. Des états, il y a les manquements techniques également, financiers. Vous voyez à peu près. Il y a le tout. Peut-être que c'est la face visible de l'iceberg que nous voyons. Parce que vous voyez, d'accord. Oui, et pour le dire, il faut qu'on fasse de ce succès-là
comme on appelle, un point d'ancrage sur lequel il faut partir et ne pas dormir sur les lauriers. Sinon, dans 4 ans, ça reviendra. On ira, on sera encore 4e. On reviendra, on dira que c'est bon. Et ça ne servira à rien. D'accord. Alors, selon Prosper, lorsqu'on manque une qualification, ça peut susciter des états généraux. C'est un peu comme les athlètes togolais qui ont du mal à Douala parce que c'est des championnats d'Afrique qui sont qualificatifs pour Paris 2024. Alors, le Togo est en difficulté là-bas. Oui, Latif, il faut reconnaître que là-bas, nous parlons d'une grande compétition. Ce n'est pas une compétition sous-régionale. Qui s'ouvre sur les JO. Sur les JO. Et donc, ce qui veut dire que c'est la crème des crèmes. Ce sont les meilleurs du continent qui se retrouvent dans cette compétition parce que c'est qualificatif pour une grande compétition comme les Jeux Olympiques. C'est un peu comme les éliminatoires. Nous parlons du football. Quand on parle des éliminatoires de la Coupe du Monde, là, vous voyez les grandes équipes afficher leurs intentions. Et les petites équipes sont souvent derrière. C'est ce que nous constatons ici. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Quand on parle de l'organisation de cette compétition, décriée, ça, il faut le reconnaître. Décriée par tout le monde. Ce n'est pas une seule personne qui décrit l'organisation. Tous les athlètes, nous parlons des athlètes, nous parlons de Marie-Josée Talou, ce n'est pas n'importe quel athlète qui a décrié l'organisation ou une compétition organisée. On ne donne pas le résultat ou bien on ne donne pas le bon résultat. C'est quand quelqu'un se retrouve dans son salon et qu'on l'appelle au téléphone, on lui dit mais tu es qualifié pour telle étape. Je me dis que ce n'est qu'en Afrique qu'on va voir de telles choses. Je comprends, excusez-moi de le dire, je comprends pourquoi on donne l'organisation de ces genres de compétitions aux pays d'Afrique du Nord. Vous n'allez pas entendre parler d'une mauvaise organisation de ces genres de compétitions quand l'organisation est donnée à l'Égypte, à l'Algérie ou encore au Maroc. Ce n'est qu'en Afrique subsaharienne que malheureusement on rencontre ces genres d'initiatives. Quand on dit qu'aujourd'hui les athlètes doivent être au stade à telle heure et que le véhicule qui doit venir chercher les athlètes n'est pas venu à l'heure, je me dis que c'est déjà faussé. Mais l'athlète, déjà psychologiquement, il est abattu, il ne pourra pas rendre ce qu'il a comme copie ou bien ce qu'il a comme talent, il ne pourra plus le rendre sur la piste. Malheureusement, c'est ce à quoi nous avons assisté à cette organisation des championnats d'Afrique. Beaucoup de pays ont déjà organisé ces championnats-là, mais là, je me dis que le Cameroun a raté complètement son organisation. Maintenant, quand on revient un peu sur la performance des athlètes togolais, je me dis que ça devait être compliqué parce que oui, nous parlons des Togolais qui sont à quel niveau ? Et par rapport aux autres athlètes des autres pays, vous savez, les gens qui sont en stage en France ou encore aux États-Unis, qui sont revenus parce qu'ils cherchent la qualification, ils cherchent des minima pour les Jeux Olympiques, ils sont revenus pour leur pays. On a vu les résultats. Si le Togo n'a pas, pour le moment, le Togo n'est pas encore arrivé à décrocher ce minima-là pour les Jeux Olympiques, c'était déjà compliqué par le talent et l'organisation. Voilà, ça s'ajoute également à cela. C'est encore plus compliqué dans cette situation. Je crois que Grégoire dit beaucoup de choses. Et quand avant de confier une organisation à un pays, il faut s'assurer que ce pays-là a les... À ne pas oublier que le patron de la Confédération africaine d'athlétisme est camerounais. Voilà. Oui, mais même s'il est camerounais, vous savez, quand vous bossez pour toute l'Afrique, vous laissez tomber votre nationalité, vous devenez africain. Et si votre pays d'origine n'est pas prêt à assurer une telle organisation, on ne la lui confie pas du tout. Et donc, moi, je crois qu'il y a une erreur, même pas seulement au niveau du pays organisateur, mais même au niveau de l'instance dirigeante de l'athlétisme en Afrique. Ils avaient autre chose à faire que de confier cette organisation au Cameroun. Et cette organisation aujourd'hui décriée partout et par tous les athlètes, c'est déjà compliqué. Tu venais de le dire, le Togo même déjà par le talent n'est pas au même niveau que les autres. Maintenant, ça ajoute encore l'organisation des athlètes frustrés avant la compétition. Vous imaginez un peu les résultats, ce sera véritablement compliqué. Voilà, on a pu donc voir ou peut-être lire le coup de gueule de Naomi Akakpo, justement, la sprinteuse togolaise spécialiste donc du 100 mètres. Dingue de sport, on parle maintenant du football avec, on va parler juste de cette apothéose hier dans le district préfectoral de football d'Agoignivé de la Coupe de
l'indépendance. Prosper, vous avez assisté à cette finale qui a rassemblé donc beaucoup de monde. Oui, c'était, je dirais tout simplement, une bonne initiative. On a vu une grande finale, même si le match a été un peu, je dirais, amorphe. Les joueurs étaient un peu timorés par rapport à l'enjeu. On a quand même assisté à une très grande manifestation. L'ampleur a été donc de taille et les conditions ont été donc tout simplement idoines pour que le match se déroule dans une bonne ambiance. Et moi, je crois quand même que c'est des initiatives qui continuent donc de pérenniser, je dirais tout simplement, l'envie de voir le football être joué. Il n'a qu'à voir tout simplement l'ardeur des joueurs à la fin, les récompenses qui ont été données. Même ceux qui ont perdu, c'est vrai qu'ils étaient tristes. Ça veut dire tout simplement qu'il y a eu du sérieux et tout le monde voudrait en arriver au sommet. Et l'équipe d'Afit a été celle qui a été la plus chanceuse hier. Et pour ça, je crois quand même que c'est des trucs à redemander et à voir même au niveau de l'organisation. Je crois quand même qu'avec la présence des autorités, les députés qui étaient là, Fier Chandel, à DPFAN et surtout à son président Asia Malé, comme Lansordine. Voilà, à Gonivé, ça joue dans l'Omé Golf. C'était une assemblée générale, Grégoire Attignon. Oui, c'était l'assemblée générale extraordinaire organisée justement par le district préfectoral de football Lomé Golf, dirigé par Patrice Kwame Aboli. Vous savez, les 2 dernières années, le district n'a pas pu tenir ses congrès ordinaires. Et donc, il a fallu quand même organiser ce congrès extraordinaire, tout d'abord pour représenter les rapports des activités de ces 2 dernières années et ensuite passer à l'amendement donc, de certains articles qui urgent. Nous parlons des articles qui urgent parce que très prochainement, il y aura le congrès électif au niveau justement de ce district. Ça fait 4 ans bientôt que ce district a été, ce bureau a septembre 2020 et puis voilà 2024. Donc ça fait 4 ans et donc il va falloir organiser les élections. Mais avant justement d'aller à ces élections, il faut revoir un tout petit peu certains tests et c'est ce à quoi le bureau a convié ses membres le samedi dernier. Bon, les choses se sont bien déroulées, mais seulement que les membres n'étaient pas ou bien ne se sont pas mis d'accord par rapport à un article où on parle de l'éligibilité de celui-là qui doit diriger le district préfectoral de football, parce qu'il y a des élections à organiser. Celui-là qui doit être le prochain président, quels critères doit-il remplir avant d'être son profil, ce qu'il doit donc être avant justement de briguer à ce poste-là. Et c'est ça qui a été un tout petit peu la pomme de discorde entre les membres de ce district et également le comité directeur. Finalement, ils ne se sont pas mis d'accord. Mais que dit justement l'article? Selon ce que le bureau a proposé, pour être candidat, il faut d'abord avoir le parrainage de 4 clubs du district qui prennent part activement aux activités du district et qui ont également organisé leur congrès ordinaire. Et en dehors de ces 4 clubs masculins, il y a 2 clubs féminins qui doivent également remplir les mêmes conditions. Ensuite, il y a les clubs qui ont participé au championnat ou bien au district, au championnat de Détroit, organisé justement par la Fédération togolaise de football. Et selon le district, c'était 4 proposés par le district. Mais bien avant ce congrès extraordinaire, le comité directeur du district a organisé ou bien a rencontré la Ligue. Je voudrais parler de la Ligue régionale de football Lomé Golf et la Fédération togolaise de football, justement par rapport à cet article-là. La Fédération a proposé, il a dit que non, au lieu de parler de citer, de dire 4 clubs de championnat de Détroit, il faut plutôt 2 clubs. Parce que ça devient lourd, hein. Ça devient 4, lourd. Écoutez, ce qui veut dire que grand, si un candidat doit être parrainé par 4 clubs de Détroit, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas plus de 2 candidats. Ce que la fédération... Au niveau de la fédération, c'est 12, non? Bien combien? Au niveau de la fédération, c'était pas 12, hein. Ils ont parlé de... 12. Non, pas 12, hein. Il faut remplir peut-être, c'était 4, je crois. Hein. Au niveau de la fédération, c'était 4. Voilà. Et donc, 4 de première division, et puis voilà. C'était 4. Et voilà, donc c'est ce que la fédération a proposé. Mais je crois qu'il y a eu un malentendu
dans la salle. Les membres... On ne parle pas du nombre du bureau exécutif Prosper. Il faut nous suivre. Voilà, je crois qu'il y a eu un malentendu. Les membres n'ont pas finalement compris ce que le bureau directeur, bien ce que la fédération a proposé. Et donc ils ne se sont pas accordés les violons, comme on le dit. Et donc cet amendement a été reporté sur un autre congrès. Ce n'est pas qu'il n'est pas passé, mais il a été reporté. Il a été reporté, c'est donc, tout simplement. Il y aura un autre congrès avant le congrès là, électif. Ça va être compliqué à organiser un autre congrès extraordinaire avant un congrès électif, je ne sais pas trop. Bon, il revient quand même à la Fédération togolaise de football de prendre sa décision par rapport justement au district préfectoral de football, l'Omegov. Mais moi, je me dis que c'est un peu décevant dans la mesure où... Selon vous? Oui, c'est un peu décevant dans la mesure où c'est des responsables qui étaient dans cette salle la dernière fois, mais qui n'ont pas compris ou bien qui ne se sont pas attendus. Tout simplement, des gens étaient venus avec des idées arrêtées avant justement la tenue de ce congrès-là. Fifi Assobavi, vous avez suivi ce qui s'est passé, là, les travaux? Bon, je n'ai pas totalement suivi tout ce qui s'est passé, mais je crois que l'explication... Grégoire a fait un exposé. Un exposé par rapport à ce qui s'est passé. Et moi, je me dis, il doit y avoir un problème à l'interne. À l'interne. Oui, c'est sûr qu'il y a un problème à l'interne qu'il va falloir régler parce que le parrainage n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais maintenant, comme la fédération le dit, peut-être 4 ici, 2, ça fait pratiquement 6 parrainages. Ça fait 8. Il y a 4 clubs du district, 2 clubs féminins, ça fait 6 plus... Ah oui, ça fait 8. Ça fait 8. Ça fait 8 ou 6. 8. Puis 4 clubs masculins, 2 clubs féminins et 2 clubs du district. 2 clubs du championnat de Détroit, pardon. Voilà. Le championnat de ça fait 8. Ça fait 8. Je pense que c'est quand même... Parce que ça fait plusieurs clubs là-bas. Il y a une trentaine de clubs. Écoutez, on parle de 35 clubs. 35 clubs régulièrement. Sinon, il y a une centaine de clubs. Il y a 35 clubs régulièrement inscrits au niveau donc, qui participent régulièrement aux activités. Et donc, ce qui veut dire qu'on peut avoir 2 ou 3 candidats si on le veut bien. D'accord. Avec 8 parrainages, on peut avoir 2 ou 3 candidats, c'est ça. Bon, de toutes les façons, on va suivre de près ce qui se passe là-bas au niveau. Donc, c'est la période électorale, Prosper, et quand l'élection s'approche, il y a toujours de ces difficultés un peu partout parce que les élections au district vont déboucher sur les élections dans les ligues. Oui. Dans les ligues également. Vous savez... on a comme l'impression, et ça a été toujours le cas, que les élections à la Fédération de football, dans les districts ou dans les ligues, revêtent des aspects tout simplement, je dirais, de partisanerie. Chacun pense que s'il y a... J'espère bien que le mot existe. Oui, c'est une partisanerie. Donc, c'est pas du néologisme. C'est ce que chacun pense qu'il faudrait avoir telle personne pour pouvoir m'aider à prendre tel poste-là. Et souvent, l'intérêt des clubs n'est plus en jeu. C'est l'intérêt des individus personnel, qui vient là pour pouvoir corroborer, je dirais, un agenda déjà préparé et caché. Et ça, je crois quand même que ça reste le ventre mou donc, du développement de notre football. C'est vrai qu'on parle souvent d'argent, qu'on n'investisse pas assez dedans, mais je crois que les problèmes personnels et les envies tout simplement aiguisées pour pouvoir être dans les mannes donc, des fédérations ou bien de la structure sportive, surtout footballistique, ça reste toujours de mise. Et ça, je ne sais pas qui peut le combattre. On aura le temps de revenir sur ces différents sujets liés justement à l'actualité des districts qui sont pratiquement à quelques encablures, on va le dire, au crépuscule donc des différents mandats. Voilà, de 4 ans, toujours à l'écoute de Radio Sport FM dans Dingue de Sport. On parle du championnat maintenant avec la difficulté de certains clubs à pouvoir bien sûr sortir de la zone rouge. C'est le cas des guerriers de Tchaoudjo, Semassi de Sokodé, tenu en échec 0 but partout par la S Bina. C'est un score qui n'arrange personne, Fifi Assobavi.
Oui, c'est un résultat qui n'arrange personne et c'est quand même déplorable pour Semassi de Sokodé. Hein. Je sais que les Bina, que ce soit Kakadl et puis les autres, Bikenti, Tito qui est déjà parti, et ce sont des clubs de première division. Mais quand on prend Semassi, c'est une histoire dans notre championnat, dans le football togolais. Et voir Semassi à ce niveau de la compétition, totalement dans la zone rouge, à 3 journées de la fin maintenant, c'est un peu désolant. Je n'écarte pas les autres clubs, mais Semassi, c'est quand même une marque dans ce football-là. Je ne sais pas comment ça s'est passé jusqu'à ce que Semassi ne se retrouve à ce niveau. Il va falloir maintenant... Vous avez voyagé? Vous étiez là, non? Non, je suis là. Oui, c'est les résultats qui n'étaient pas non, là. Voilà. Quand je dis, je ne parle pas des résultats sur le terrain. Vous savez que pour qu'un club se retrouve à ce niveau, sûrement qu'il y a des problèmes à l'interne que nous ne maîtrisons pas, que nous ne savons pas. Et ce sont ces résultats-là qui se voient sur le terrain. C'est ce que moi, je voulais dire maintenant. Il reste 3 journées à Semassi pour pouvoir faire quelque chose et rester dans ce championnat, parce que nous n'allons pas perdre tous les grands clubs comme cela. Gaza aujourd'hui a du mal à revenir. Modèle n'existe pratiquement plus. Quand on parle de Doumas et des autres, il y a encore bien d'autres clubs qui sont quand même des marques qui ne sont pas là. Heureusement, Étoile Filante revient. Donc de voir ces masses comme ça, c'est quand même compliqué. En train de s'effriter. On va écouter Roulédé Anani Kisimbo. Il est l'entraîneur des guerriers du Tchao. On a eu une équipe très très vaillante en face de nous, même si nous aussi on n'a pas démérité. Malheureusement, ce soir on n'a pas pu trouver la clé pour pouvoir marquer. On a eu une débauche d'énergie en premier mi-temps, mais c'était sciemment fait pour pouvoir marquer le plus tôt possible. Malheureusement pour nous, il n'y a pas eu de présence devant le but comme ce qu'on espérait. On a déverrouillé le verrou, mais devant le but, on n'a pas su marquer le but qu'il fallait en première mi-temps. En seconde mi-temps, on s'est créé moins d'occasions, mais c'est déjà bon de ne pas perdre et d'avoir son destin dans sa main. C'est surtout ça. Roulédé Kisimbo Anani qui espère quand même pouvoir faire bien les choses. Il dit que c'est Massi quoi qu'on dise à son destin, mais c'est bien cela? Oui, c'est ce que nous constatons. C'est Massi a ses destins dans ses mains. Il n'y a que c'est Massi qui peut se sauver. Lui-même. De cette situation. Semassi ne doit compter sur personne, parce que là, Semassi est en train d'affronter ses adversaires directs. Hier, les guerriers étaient face à l'Asbina. Le mercredi, Semassi sera face à Kakadl, un autre concurrent direct. À domicile, un autre concurrent direct. Ce qui veut dire que Semassi a obligation de résultat. Il faut forcément faire du résultat dans ce match si on veut véritablement quitter cette zone donc des relégables. Hier, Semassi a enchaîné 2 victoires. Je me disais que ça doit être la 3e obligatoirement pour définitivement quitter cette zone-là. Malheureusement, c'était face à un adversaire aussi qui lutte contre cette même relégation, et surtout avec un entraîneur qu'on appelle Jules Koudjodji, qui aussi a mis sa stratégie en place. Et donc finalement, les 2 équipes se sont partagées 0 but partout. Mais je me dis qu'il va falloir que pour les 3 matchs qui arrivent, que Semassi fasse énormément attention. Il faut prendre les points, et surtout que ses adversaires qui arrivent, il y a Kakadl, mais en dehors, il y a Asko. Il y a Bikenti également. Il y a Bikenti aussi, qui est aussi déjà pratiquement proche donc de la relégation, mais qui ne va pas chercher à mourir aussi facilement comme ça. Et ensuite, il y a Asko. Oui, c'est vrai que Asko est déjà champion, mais est-ce que Asko va vouloir finir, boucler cette saison par une défaite? Voilà, la question reste posée. Et justement, ce mercredi, Semassi sera face à Kakadl de Doufelgou. Kakadl qui reprend justement, qui ressort de la zone rouge après sa victoire face au Dynamique togolais. Kembe Amako. C'est une victoire qui vient à point nommé, parce que nous étions tellement dos au mur et on n'avait pas droit à l'erreur pour ce match. Et donc on a su pousser jusqu'au bout. Voilà, cette victoire, elle vient nous réconforter. Vous menez, vous avez été rattrapé et finalement vous faites 2 remplacements gagnants. Finalement, vous avez fait l'analyse du jeu. Oui, j'ai tout de suite compris un peu qu'il fallait rechercher la profondeur. Et comme j'avais 2 éléments sur le banc qui sont très rapides, et il fallait s'appuyer sur eux. Et donc c'est ce que nous avons fait et ça a marché. Kembe Amako, entraîneur de Kakadl. Et au sortir de cette 27e journée, le classement de la rédaction de Sport FM avec Kelly Akweso. Asko de Kara qui est premier avec 63 points plus 24. 54 points plus 23 pour la CK de Kara, classé 2e. 3e, Komido de Balimé, 48 points plus 11. 43 points plus 15 pour la SOTR, classé 4e. 5e, Bolesou de Lac, 43 points plus 7. 40 points plus 3 pour la Barakuda, 6e. 7e, Entente de Lomé, 39
points plus 4. 38 plus 6 pour Tambo de Dacha qui occupe la 8e place du classement. À la 9e position, nous retrouvons Unisport de Sokodé qui totalise donc 34 points moins 1. 34 moins 1 aussi pour Espoir FC du Zior, classé 10e. 11e, Doumbé de Mango, 31 points moins 11. 12e, Kakal de Doufelgou, 29 points moins 17. 13e, Semansi de Sokodé, 28 points moins 12. 26 points moins 6 pour l'Esbina de Pagoda, classé 14e. À la 15e position, on retrouve Bikanti de Bassar qui totalise 20 points moins 17. Et puis Dito ferme la marge avec 14 points moins 28. Voilà donc ce qu'on retiendra de ce classement. La 28e journée, c'est ce mercredi. Ça va vite. On fait une pause et puis on part des épées. La nouvelle est tombée, ça a surpris beaucoup, peut-être pas certains. Paulo Duarte est parti, il n'est pas limogé, il a démissionné. C'est un langage qui est rare dans le vocabulaire togolais. Prosper Agboklou, vous étiez surpris ou vous l'avez vu venir? Bon, moi je dirais que je l'ai vu venir. Surpris, pas trop, parce que quand vous écoutez à peu près ces derniers temps, le langage dans lequel s'exprime Paulo Duarte, j'avais comme l'impression que c'est quelqu'un qui est arrivé au trop-plein, au sommet du désarroi, et que finalement, il se demande s'il fallait continuer ou ne le fallait pas. Et ça, je crois quand même que ces actions même sur le bord du stade quand son équipe joue, à chaque fois démontrent le désarroi qu'il a en lui, l'incertitude qu'il contient dans ses actions. Tout ça là démontre que finalement, il n'a plus la clé de voûte de l'énigme. C'est une énigme qui est si dure qu'il n'arrivera jamais à pouvoir le résoudre, à le régler. Donc, moi, j'avais dit la dernière fois ici, j'ai parlé d'un problème dont certains se sont posé des questions que, pour moi, les choses paranormales qui caractérisent la vie du football togolais, les désamours qu'on a, les guerres de communication qu'on a autour de ce football-là, et parfois aussi l'insouciance et l'inconstance des dirigeants de ce football-là qui n'écoutent pas tout le monde. Je me suis dit quelque part que Duarte, pour moi, n'arrivera jamais à régler cette énigme-là. Donc, aujourd'hui, son départ, pour moi, c'est vrai qu'il a d'autres ambitions pour le faire. S'il avait la clé à cette solution, il aurait peut-être cherché à pouvoir régler tous les manquements qu'il avait, parce qu'il n'a pas pu se qualifier pour les 2 dernières CAN. Non, une seule CAN, voilà. Donc, il aurait pu peut-être vouloir rester pour sauver son honneur. Peut-être qu'il n'a pas pu se qualifier pour le mondial Qatari. Peut-être vous voulez parler de ça. Bon, je dis tout simplement, peut-être qu'il aurait voulu faire sortir son orgueil en restant pour pouvoir se qualifier au moins, pour effacer d'une manière ou d'une autre ces échecs antérieurs. Vous voyez à peu près. Mais s'il a décidé de partir, c'est que finalement il est arrivé au sommet du désarroi et il n'a plus de solution pour le faire. Donc son départ, pour moi, n'est pas c'était pas une surprise. Vous le voyez arriver. C'était votre cas, Fifi? Non, moi je ne le voyais pas venir. Je ne voyais pas venir cette démission. J'ai été surprise, en toute honnêteté, parce que je me disais, nous étions engagés dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, et que nous étions bientôt, il y aura le tirage au sort de la CAN, et que, quoi qu'on dise, il n'a, à part, pour moi, depuis le début des éliminatoires de la Coupe du Monde, à part le match contre le Soudan du Sud à Lomé, ce match qu'on devait normalement gagner, tous les autres résultats ne sont pas aussi mauvais que ça, et que dans l'entendement des Togolais, la Coupe du Monde n'était pas une très grande ambition. C'est vrai, si on se qualifiait pour la Coupe du Monde, ce serait une bonne chose. Mais que pour moi, c'était plutôt même l'entraîneur qui faisait de ça un objectif. C'est lui-même qui faisait de ça un objectif. Et que pour moi, ce qui devait être véritablement l'objectif à partir de la dernière fois, quand on a perdu en RDC, se retrouver avec 3 points, 4e de 7 poules après 4 journées. Moi, l'objectif devait être maintenant la CAN Maroc 2025. 25, voilà. 25-26, voilà. 25-26 maintenant. Voilà, donc,
Et donc pour moi, c'était une surprise. Mais maintenant, quand vous analysez un peu les contours de cette démission, vous vous rendez compte qu'il était à bout de souffle. Il ne comprenait plus, selon les informations. Lui-même, il ne comprend pas les défaites. Et il se dit, peut-être comme mon frère Prosper, peut-être qu'il pense aussi qu'il y a des situations ou des problèmes qui dépassent le cadre du jeu simplement et qu'on rentre peut-être dans le mystique et tout ce que moi, personnellement, moi je n'y crois pas trop. Et peut-être ça aussi a joué. Il s'est dit, finalement, ce serait compliqué de gagner. Et voyant venir les éliminatoires de la CAN, il a eu peur. Il a préféré s'en aller. Il a eu peur d'enchaîner 2 échecs. 2 échecs comme Claude Leroy, lui, le courage que lui n'a pas eu. Il a eu 2 échecs lors des éliminatoires de la CAN, mais il a voulu encore rester. Au moins, lui, il a eu le courage. Après, il s'est dit, tout ce qui entoure ce football, cette équipe nationale-là, tout ça me fait peur. Je préfère m'en aller. Et comme il a eu une occasion de partir en Arabie Saoudite, il a profité. C'est sûr qu'en Arabie Saoudite, c'est mieux payé d'ailleurs. C'est un club de championnat. Il va jouer chaque week-end. Au finish, il n'est pas togolais, c'est un employé. Et quand on t'offre quelque chose de bien, que tu n'es pas à l'aise quelque part, tu préfères t'en aller. Il est parti. Alors, par rapport aux 2 premières analyses, Grégoire Attignon, selon Prosper, et si je comprends bien Fifi, entre-temps, voilà, il a vu qu'il n'avait pas trop peut-être la clé. Il a préféré partir. D'aucuns pense plutôt que c'est parce qu'il a eu une offre meilleure qu'il est parti. Ce que moi je vois par rapport à cette situation, je me dis que si aujourd'hui c'est que le Togo, dans cette poule des éliminatoires du mondial, si le Togo avait occupait un bon rang, je ne crois pas que Paulo Duarte allait chercher à partir. Quelle que soit l'offre qui va se présenter même là-bas. Même si Paris Saint-Germain propose une offre pour lui. Nous ne parlons pas de Paris Saint-Germain. Nous ne parlons pas de Paris Saint-Germain. Nous parlons d'un club saoudien. Je le répète, si aujourd'hui c'est que le Togo occupait la première place dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde, je ne crois pas que Paulo Duarte allait partir. Aujourd'hui, la situation se présente telle que les résultats ne sont pas bons pour le Togo. Et ces résultats ne sont pas également bons pour Paulo Duarte. Mais l'objectif pour lequel il a signé à nouveau n'a même pas commencé. Ce sont les qualifications pour la CAN 2025. Oui, mais on dit souvent que l'homme prudent voit le mal de loin. Donc il est prudent. Oui, Paulo Duarte a vu le mal venir. Il voit que devant, ça va être encore beaucoup plus compliqué pour lui. Même si c'est dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans les éliminatoires du Mondial peuvent se reproduire dans ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est-à-dire qu'il ne va pas gagner. Certes, on ne connaît pas encore les adversaires, mais ça va être pratiquement le même résultat. Le monsieur s'est posé beaucoup de questions. Dans ces éliminatoires aujourd'hui, si on fait bien les comptes, par rapport aux 4 matchs que le Togo a joués, le Togo a bien joué. Le Togo a produit du bon jeu. Comme ailleurs, on joue bien. Oui, le Barça joue toujours bien. Manchester City joue toujours bien. Laisse-moi terminer ce que je voudrais dire. Mais le Togo ne jouait pas bien avant la Le Togo face au Soudan, le Togo pouvait remporter ce match-là. Face au Sénégal, ici à Lomé, le Togo pouvait battre le Sénégal 2-3-0. Personne ne crierait au scandale. Face au Soudan du Sud, le Togo pouvait battre. Et même face à la RDC la dernière fois, en première période, le Togo pouvait marquer 2 ou 3 buts dans ce match-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Le fait que on se crée des occasions, on fait le match, on domine le match et qu'on n'arrive pas à marquer, ça a fait que Paulo Duarte s'est posé beaucoup de questions, surtout après ce match. Il faut travailler, c'est son travail. Est-ce qu'il ne travaille pas? La question qui se pose, est-ce qu'il ne travaille pas? Mais qu'est-ce qu'il ne met pas comme système de jeu en place et que l'équipe n'arrive pas à gagner? Il s'est posé beaucoup de questions. Et au lendemain de cette rencontre face à la RDC, il a rencontré la fédération togolaise de football. Il s'est également posé cette question-là. Il s'est posé beaucoup. Comment se fait-il que j'arrive à faire le match et que nous n'arrivons pas à marquer de but et qu'on n'arrive pas à gagner? Il s'est posé cette question. Et aujourd'hui que cette offre de l'Arabie Saoudite est venue, moi aussi à sa place, j'allais prendre cette décision-là. Il est parti. Paulo est au passé au Togo. Et maintenant, qui pour justement succéder à Paulo Duarte? C'est ce qui est important pour les Togolais prospères. Tout simplement, il faut dire, dans cette attitude de relever dans l'attitude plutôt de Duarte,
on peut se dire tout simplement, si, moi je l'ai dit, j'ai soutenu le fait qu'il ait décidé de partir était déjà prévisible. Est-ce que ceux qui l'emploient, eux aussi, avaient fait cette lecture-là? Parce que vous savez... De toutes les façons, la fédération, à travers son communiqué, a regretté le départ du technicien portugais. Bon, et c'est pourquoi je dis, est-ce que eux, ils avaient déjà, anticipé sur le fait que quand les résultats ne marchent pas, l'entraîneur peut décider de partir, et quelle solution a été déjà... Ils n'ont pas fait. Justement, puisque le communiqué même est clair. Puisqu'il regrette justement. Je voudrais en venir là pour dire que c'est regrettable là-dessus. Parce que quand vous mettez quelqu'un, vous donnez une mission à quelqu'un, de temps en temps, il faut faire quoi? L'évaluation pour voir ce qui ne va pas et discuter normalement. Mais quand vous écoutez un peu comme on appelle le Duarte en off, vous allez comprendre que la structure sous laquelle il travaille, on a l'impression que la structure même n'est pas aussi consciente du fait que... Vous parlez de la FTF. Oui, de la FTF, tout ce que cette structure-là n'arrive pas à comprendre. Donc on fait tellement confiance à Paulo Duarte qu'on ne pense plus à une succession. Hein. Oui, non, ça dit que pour Duarte, on a comme l'impression que Duarte, ça dit lui, il a des visions plus élevées que la FTF que la fédération n'en a pas. Voilà. Par rapport justement à ses sorties. Donc vous allez voir ça. Donc, et Prosper, l'analyse de Prosper m'amène à cette question, peut-être Fifi Assogbavi, de façon professionnelle. Est-ce que Paulo n'a pas quitté son poste? Il a quitté son poste. Oui. Est-ce qu'il y a une compensation à cela? Compensation comment? Il a démissionné, que nous ne savons pas les clauses du contrat. Puis sûrement que dans le contrat, il y a une porte de sortie à chaque fois. Parce que quand il peut peut-être, après un mois, il dit bon, je m'en vais. Bon, je ne sais pas les clauses. Des fois, dans certaines clauses, on peut dire tu dois avertir l'employeur peut-être un mois à l'avance, ou 3 mois à l'avance, ou bien l'employeur, si l'employeur veut te lâcher, l'employeur doit te prévenir 2 ou 3 mois à l'avance. Maintenant, leur clause de contrat, nous n'avons pas les clauses de contrat. Je ne sais pas si vous l'avez. Et c'est aussi regrettable qu'on n'ait pas les clauses de contrat, puisque en principe, nous devons savoir ce qui est dans le contrat. Maintenant, nous ne savons pas, il est parti comme ça. Est-ce qu'en partant comme ça, en avertissant les employeurs, je m'en vais, c'est fini comme ça? En principe, il doit y avoir... On parle des indemnités. Sa démission est signée, je crois, le 20. Le 20. Et puis, le 21, il a signé ailleurs. Qu'est-ce qui est dit dans les clauses du contrat? Est-ce que quand il s'en va comme ça, il dit je veux partir 2 ou 3 jours, puis il s'en va? Est-ce qu'on doit encore payer le mois en cours? Est-ce il doit verser quelque chose à son employeur? Je n'en sais rien. Ce sont les clauses du contrat qui doivent nous informer véritablement de ce qui est. Et maintenant, justement, qui pour justement prendre les rênes des éperviers du Togo? Bon, moi, je ne sais pas, parce que nous étions là un matin, on a fait sortir un communiqué, on a demandé aux gens de postuler. Si on veut faire bien les choses de façon professionnelle, c'est le même canal. C'est qu'on appelle à candidature. Le Togo n'a que 2 mois. Parce que le Togo n'a que 2 mois. Prochain... Appel à candidature, on peut le faire en 2 semaines. On sort aujourd'hui, vous avez une semaine. Ceux qui sont intéressés, vous savez, dès que Paulo Duarte a démissionné, tout le monde, tous ceux qui veulent venir au Togo sont déjà informés. Ça bouscule déjà. Les agents, ça se bouscule déjà. En une semaine, vous pouvez avoir les noms de ceux qui veulent postuler. Et puis en une semaine, vous pouvez désigner celui qui va remplacer Paulo Duarte. Maintenant, on peut aussi désigner, vous savez, dans d'autres pays, un coach part, par exemple, au Nigeria, la dernière fois, rapidement, le change. Ça veut dire que l'État et la fédération se sont entendus, vont dire, bon, choisissons maintenant quelqu'un. Attendant... que de la fédération de mais celui qu'on doit pas aujourd'hui, c'est pas en attendant, parce que nous allons rentrer dans les éliminatoires de la CAN, et dans les éliminatoires de la CAN, c'est parti pour 1 an, on va pas prendre quelqu'un en attendant de changer. Ou soit on peut dire, le reste du staff continue le boulot, on va peut-être renforcer cette équipe-là, continue maintenant. Le reste du staff, ça suppose qui? Parce que Paulo est venu avec un village. Maintenant, il faut changer ces personnes-là. Maintenant, si aujourd'hui, le résultat, quand je veux passer, si on a joué un Kader aujourd'hui, est-ce que Kader, nous pouvons demander, est-ce qu'il a l'étoffe nécessaire maintenant pour prendre l'équipe A du Togo? Parce que est-ce qu'il a déjà fait ses preuves comme cela pour prendre l'équipe A? Ce sont des questions que nous devons poser. Oui, Grégoire. Oui, par rapport au cas Kader, nous avons vu Emers Faye
Il était l'adjoint de... Il était le deuxième adjoint. Le deuxième adjoint oui. de... Voilà. Kader aussi est le deuxième adjoint. Kader aussi est le deuxième adjoint. Jean-Louis Gassé. Mais juste quand Gassé est parti, c'est... Faye est devenu champion d'Afrique. Qui n'avait pas aussi d'expérience. Je ne dis pas que Kader fera la même chose. Maintenant, mais moi, par rapport un peu à cette situation, vous savez, le Cameroun a fini la CAN en février, mais quelques semaines après, le ministère des Sports a nommé un sélectionneur. Maintenant, pour le cas du Togo, je me dis que tel que se présente aujourd'hui cette situation, la fédération est aujourd'hui dans l'embarras. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas préparé cette situation-là. C'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas à une telle démission aussi. Maintenant, elle est là, la démission. Oui, elle est là. Il faut faire face. C'est pourquoi je dis que il y a 2 mois, la fédération ce n'est pas aussi alarmant. Il y a 2 mois. Elle est dans l'embarras. Maintenant, je crois qu'avant le choix de Paulo Duarte, il y avait une liste qui avait circulé. Il y avait beaucoup de noms qui étaient donc justement sur cette liste-là. Si la fédération peut... Vous parlez de quel nom? Il y avait beaucoup de il y avait beaucoup de choses. La liste sur laquelle Paulo Duarte a été choisi. Peut-être que des gens ont changé peut-être d'option maintenant. Il faut leur demander. Écoutez, il y a beaucoup de sélectionneurs, que ce soit les locaux ou les expatriés. D'aucuns évoquent un staff d'anciens joueurs togolais. Est-ce que c'est ça aujourd'hui c'est la solution? Mais soyons sérieux. Vous voyez même les anciens joueurs même qui se... Est-ce que c'est ça la solution? Il y a Georges Finidi qui a été positionné au... qui finalement qui a été il y a Aliou Cissé au Sénégal. Ils sont nombreux, hein? Oui, mais ça n'a pas été fait en Côte d'Ivoire. Oui, ça n'a pas été fait dans la précipitation comme dans le cas où nous sommes aujourd'hui. Ne précipitons pas la chose. C'est vrai qu'il y a des échéances à venir. Dans 2 mois, le Togo sera dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais si nous voulons véritablement que le Togo soit la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, il faut faire le bon choix. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre les entraîneurs, bien les sélectionneurs locaux, mais il faut faire très attention au choix que nous avons fait. Lorsqu'on le Togo prenait Kéchipe à son âme, il était aux États-Unis. Il a entraîné les jeunes aux États-Unis. Il a qualifié le Togo pour la Coupe du Monde. Didier Six n'était pas entraîneur avant d'arriver au Togo. Son premier test, c'est au Togo. Il a qualifié le Togo pour les quarts de finale. Oui. Pourquoi vous ne voulez pas des anciens des internationaux togolais qui sont diplômés aujourd'hui? Non, moi je ne suis pas contre. Si ils peuvent faire l'affaire, mais simplement on que sent la également guerre... des dubitations également dans votre Non. C'est quand simplement s'ils peuvent faire l'affaire. Non, le problème pour moi, c'est la guerre qu'ils ont entre eux. Maintenant, est-ce que l'autre va vouloir qu'ils vont se mettre des bâtons dans les roues? Mais sinon, c'est une possibilité pour pouvoir relancer. Aliou Cissé l'a fait en Algérie. C'est un coach national qui a... Jamel Belmadi. Voilà, donc je crois qu'on a aujourd'hui sous la main des bras valides, des valeurs sûres. Il y a certains qui parlent même de Daré. Oui, de Daré, il est diplômé. Moi, voilà. je peux m'inscrire dans cet ordre-là, qu'on l'amène pour qu'il apporte son soutien, plutôt son savoir-faire, parce que d'aucuns le citent toujours. Oui. Toujours ça a été le cas. Donc, si aujourd'hui, les anciens joueurs peuvent faire l'unanimité autour par rapport à ce que les gens proposent sur les réseaux sociaux, on voit si la fédération est déjà en contact avec des gens comme ça, il faut... On parle de Dareni Bombé, on parle de Afouati, on parle même Kader Koubadia, même de Abalo Dossé. Ce sont des anciens, Agassa Kossi et autres là. Non, mais je crois que Prosper a touché un point très important. Oui, si on met ce staff-là en place, c'est la cohésion. C'est l'entente entre les deux. Mais quand des gens se mettent, ils se retrouvent sur les TikTok et qui se tirent entre eux, vous voulez qu'on mette ces gens-là ensemble? Il y a un ancien joueur qui s'appelle Jean ou comment? Quand vous dites des gens. Oui, je parle des gens. Citez des noms. Des anciens joueurs. Des anciens joueurs qui se retrouvent sur le TikTok et qui se tirent les balles, qui se tirent entre eux. Vous voulez qu'on mette ces ensemble, ces anciens internationaux ensemble pour faire un staff? Ça peut marcher, c'est la question. Même ailleurs, il n'y a pas l'unanimité, mais il faut quand même oser. Mais ils ne se retrouvent pas sur le TikTok pour se tirer entre eux. Mais ici, c'est que c'est trop profond ce qui se passe. Donc c'est un peu compliqué quand même pour moi, pour le moment, de mettre les anciens joueurs ensemble pour former un staff. Ce sera des crabes et
quoi là dans le même sac peut-être. On n'a pas vu le temps passer, on aura le temps forcément d'épiloguer encore une fois sur ce sujet lié au futur sélectionneur des éperviers du Togo parce que Paolo Duarte est bien parti. Merci à vous, Fifi Assobavi. Merci Grégoire Kokou à Tignon. Merci à Prosper Agboklou. Merci à Eloma Devon qui a assuré la vidéo. Théo Ajabon était à la mise en onde. Je suis Latifi Yorouma. Bye bye.